Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité sur l'événement 7 octobre. Eh bien, une question reste pour beaucoup d'entre nous sans réponse, comme une énigme gigantesque qui s'est ouverte devant nous. Comment les Israéliens, pourtant si réputés sur les questions de défense et de sécurité, ont-ils pu ne pas voir, ne pas anticiper cette attaque terroriste qui se préparait depuis de longues années de l'autre côté de la frontière avec Gaza? Et pour tenter d'apporter des réponses et des éléments de réponse à cette question, eh bien, on est en compagnie aujourd'hui d'Éric Méchoulan, qui est docteur en histoire et qui est ancien chef de l'analyse stratégique et de la prospective à la DGSI jusqu'en 2018. Bonjour Éric Méchoulan. Bonjour. Alors, vous avez plus de 20 ans d'expérience dans le renseignement, donc on peut vous poser la question de savoir comment une telle faillite sécuritaire peut s'expliquer, peut se produire dans un pays comme Israël. Alors, comme vous l'avez dit, on ne sait pas. Je vais donc vous proposer des hypothèses qui vont se compléter mutuellement. Je n'ai pas d'informations plus détaillées que celles que vous avez pu avoir dans la presse. Néanmoins, on peut, je pense, rassembler un certain nombre de morceaux du puzzle. D'abord, il y a une certaine forme d'hubris qui a régné dans l'establishment militaire israélien qui doit être assez semblable à celle de 1973. On est les plus forts, donc on n'a pas à craindre. Et c'est vrai que quand vous pesez dans la balance les forces de Tsahal d'un côté et celles du Hamas de l'autre, on ne boxe pas dans la même catégorie. Donc, je pense que cette dimension psychologique a joué. Ensuite, il y a très certainement une technophilie qui a été poussée à l'absurdité. Euh, on avait entre Gaza et Israël une barrière bourrée d'électronique qui surveillait tout, qui a été d'ailleurs très vite détruite, mais surtout qui se suffisait. C'est-à-dire que il n'y avait pas derrière des troupes prépositionnées, prêtes à agir dès que la barrière avait repéré quelque chose, ou dès que les gens qui surveillaient les écrans euh, qui renvoyaient les images filmées par les caméras posées sur la barrière indiquaient que quelque chose se passait, comme si la barrière se suffisait, ce qui n'a aucun sens, d'autant que dans l'histoire, toutes les grandes lignes de défense ont été soit tournées, soit transpercées. Pensez à la ligne Maginot, pensez à la ligne Gothique, pensez à la ligne Siegfried en 1944, et pensez bien sûr à la ligne Bar-Lev en 1973. Donc, il y a une sorte de déshumanisation de la relation à l'ennemi qui est très étrange, et le retard mis par les soldats pour arriver sur le terrain, et ensuite le temps mis pour reconquérir les villages avec de longs combats ont fait que des gens ont été sauvés en voyant les soldats arriver des heures après le début des combats, précisément parce qu'ils étaient trop loin. La troisième explication, c'est sans doute la politisation du renseignement, qui est la grande maladie du renseignement. Il semblerait que le renseignement israélien, le renseignement militaire, l'Aman, ait voulu plaire à un gouvernement qui a choisi le Hamas. Je vais m'expliquer. Mais plaire au gouvernement quand on est dans le renseignement, c'est c'est très bon pour les carrières de certains généraux, mais c'est une catastrophe stratégique. C'est d'ailleurs assez typique des errements du renseignement américain depuis la guerre d'Afghanistan. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a adopté une politique de séparation entre le Hamas à Gaza et l'autorité palestinienne en Cisjordanie, avec la fausse certitude que la discorde entre les deux factions empêcherait la création d'un État palestinien. Effectivement, les deux parties sont en conflit depuis 2007, lorsque le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza. Mais surtout, la politique de Benjamin Netanyahou a été qu'Israël pouvait acheter la paix au Hamas en la payant avec l'argent du Qatar. Et depuis 2012, alors d'après ce qui se dit, le Qatar aurait déboursé 1,5 milliard dans la bande de Gaza avec l'approbation d'Israël. Et depuis 2018, c'est une aide de 30 millions de dollars par mois pour les salaires des employés du gouvernement du Hamas, le carburant, l'aide aux familles, et puis une évaporation de cet argent. Plus l'argent des ONG islamiques, plus l'argent des États-Unis,
et plus l'argent de l'Union européenne. Il faut quand même savoir que nos impôts ont financé le Hamas. Le responsable du renseignement financier au sein du Mossad, ce qu'on appelait jusqu'en 2015, je crois, la task force Harpoon, s'est souvenu avoir personnellement informé Benjamin Netanyahu en 2015 au sujet du portefeuille du Hamas, de ses investissements et de la nécessité de bloquer le retour sur investissement. Et il a reçu en fait une fin de non-recevoir de Bibi, parce que Bibi souhaitait un Hamas riche, estimant que ce serait un Hamas paisible. Et Yossi Cohen, le chef du Mossad, a mis fin aux activités de cette task force financière qui s'efforçait de perturber les flux financiers vers les groupes terroristes. Il faut dire que la guerre de 2014 entre Israël et le Hamas a laissé le Hamas exempt financièrement et matériellement. Et donc, naturellement, dès le lendemain, il a entrepris de se reconstruire. Et l'équipe israélienne qui a succédé à Harpoon et qui a partagé son renseignement avec les responsables américains au début de 2019 pour pousser à des sanctions financières contre les acteurs de l'enrichissement du Hamas, espérait une action américaine. Et les Américains n'ont rien fait non plus contre l'enrichissement du Hamas et leur capacité d'acquérir des armements. Je veux arrêter Eric Huchelan parce qu'on comprend bon, qu'il y a eu une erreur politique, disons, dans cette visée de penser que en développant le Hamas d'une part, on allait amadouer les islamistes et d'autre part, on coupait en deux les Palestiniens. Mais quand même, les renseignements eux-mêmes, quand on voit aujourd'hui ce qu'on découvre à Gaza, les tunnels, l'organisation, le nombre d'armes, etc., la logistique qui est impliquée par ça, comment les renseignements israéliens qui avaient quand même des idées de ce qui se passait, n'ont pas pu faire un compte-rendu qui permette quand même d'ouvrir les yeux pour les politiques sur la gravité de la menace potentielle. Euh, je vous répondrai que le renseignement militaire israélien savait tout, quitte à vous choquer. Il savait tout. L'unité 8200, la célèbre unité de renseignement électromagnétique de l'armée, n'était pas opérationnelle près de la frontière de Gaza le matin du 7 octobre en raison d'une décision prise 2 ans plus tôt de réduire le personnel et d'interrompre les opérations pendant la nuit et les week-ends. Les effectifs de cette unité avaient été réduits au motif que les méthodes de collecte de renseignements utilisées par cette unité ne permettraient pas de détecter une menace en provenance de Gaza en temps réel, ce qui n'est pas faux en soi. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas détecté une menace dans le temps long. Reste que, au moment de l'attaque, l'armée a été privée d'une ressource clé pour surveiller les écoutes téléphoniques, décrypter les codes et essayer de limiter le chaos et la confusion du premier jour. Alors attendez, parce que là, qu'on réalise bien, il y a des documents. Je vais vous en dire plus. Ils savaient beaucoup plus que ça. Les fonctionnaires du renseignement et les officiers de l'Aman, du renseignement militaire israélien, avaient reçu de leurs subordonnés des rapports de ce qui se préparait. Les soldats, les soldats, les sous-officiers, les officiers qui ont fait remonter ces rapports se sont vus opposer la réponse que leur rapport relevait du fantasme. La presse a rapporté une sous-officier de cette unité 8200 qui a rédigé un rapport à partir d'un ensemble de données brutes de renseignements détaillant un scénario qui prédisait l'invasion. Et avec son supérieur, qui était un officier subalterne, elle a signalé l'exercice du Hamas un mois avant l'attaque, notant qu'il comprenait les préparatifs pour une invasion massive avec des multiples points d'entrée en Israël. Et ils ont averti que l'assaut planifié par le Hamas était d'une telle ampleur qu'il pourrait déclencher une guerre totale. On leur a rionné. Alors justement, il faut s'arrêter quand même pour essayer de se mettre dans la tête des responsables militaires ou politiques qui font que devant l'évidence des faits qui sont rapportés par les services idoines, ne voient la chose et ne croient pas en la chose. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ce décalage qu'on a du mal à imaginer comme ça quand on est extérieur? C'est un problème de structure mentale. On ne voit en fait que ce qu'on veut voir. Et lorsqu'on a un chef qui dit qu'il ne va rien se passer et qu'on veut lui plaire, on dit comme lui. Et en fait, il y a une forme d'auto-persuasion. Alors que le renseignement, ça doit être le contraire. C'est-à-dire que le rôle du renseignement doit être de dire que le roi est nu, doit être de dire que le chef pense de travers, doit être de dire que la direction politique se trompe. Ensuite, le politique prend ses responsabilités
l'état-major prend ses responsabilités. Mais le renseignement doit dire ce qu'il voit. Et là, il ne l'a pas fait pour être, d'une certaine manière, dans la ligne du parti. Mais des gens qui étaient hors du renseignement l'ont fait. Je prends comme exemple, à la fin du mois d'août, donc vraiment très peu de temps avant l'attaque, Igal Karman, le directeur de Memri, que vous connaissez, ancien conseiller pour la lutte antiterroriste de Yitzhak Shamir et Yitzhak Rabin, avait publié un article sur Memri intitulé Signe d'une guerre possible en septembre et octobre. Et il avait combiné les facteurs, les fêtes du Nouvel An et puis les fêtes qui suivent, les groupes de fidèles juifs qui deviennent des cibles sur le mont du Temple, des points sensibles entre l'Israël et les Palestiniens, des réunions qui ont été rapportées dans la presse pendant l'été de responsables iraniens et de membres des groupes du Hamas, du Hezbollah, du djihad islamique. Les gens ne se rencontrent pas pour rien, ils préparaient quelque chose. La disponibilité d'armes de plus en plus grande, de plus en plus meurtrières, liée à l'enrichissement du Hamas et d'autres groupes terroristes, tout ça préparait un cocktail absolument épouvantable que des gens hors du système du renseignement militaire ont vu. Et alors, a priori, Igal Karman pensait plutôt à un déclenchement par le Nord, mais dans l'absolu, l'idée était là. Le célèbre journaliste arabisant Zvi Greskeli, qui est un analyste militaire à la télévision israélienne, a montré une vidéo dans laquelle le Hamas annonçait un mois avant l'attaque ce qu'il allait faire. Et s'il avait cette vidéo, je ne pense pas une seconde que l'Aman ne l'ait pas eu aussi. Simplement, l'idée était tellement figée dans la tête des décideurs israéliens que l'Aman s'entraînait pour donner du grain à moudre à ses troupes et en fait les distraire de la paix qu'ils avaient décidée avec Israël, comme si c'était en gros pour les occuper, comme s'ils s'entraînaient dans un camp d'été, qu'on a ri au nez de tous ceux qui ont dit ce qui allait se passer, de l'intérieur et de l'extérieur. Est-ce que ça peut être comparable? On a dit ça aussi finalement pour, par exemple, le 11 septembre. Les Américains avaient des éléments qui permettaient de le savoir et pareillement, ils ne l'ont pas vu. Est-ce que c'est pas aussi qu'il y avait trop de renseignements et que finalement, on ne voit plus la chose quand on a trop d'éléments? Je ne pense pas que ce soit ça, parce que les Américains étaient dans une situation un peu différente. Le poste du 11 septembre était divisé entre des tas d'agences de renseignement qui étaient tellement grosses qu'elles souffraient d'un syndrome presque soviétique d'incapacité à communiquer. Et d'autre part, les Américains avaient complètement oublié la possibilité d'une attaque par des avions, alors que depuis l'affaire de Marseille en 94, tout le monde savait que c'était possible. Ici, on est sur un petit territoire avec une image claire et qui est véritablement donnée au chef du renseignement. Et ils ne veulent pas l'avoir. C'est-à-dire que les Américains n'avaient pas le renseignement qui leur permettait d'anticiper le 11 septembre. Les Israéliens avaient le renseignement qui leur permettait d'anticiper le 7 octobre. Simplement, ils ne l'ont pas correctement interprété. Et toute la subtilité du Hamas était de ne pas se cacher pour faire croire qu'il s'entraînait pour s'entraîner, mais pas pour agir. Et en fait, ce qui a été enfumé, si on peut dire, ce n'est pas la capacité de recueil du renseignement, c'est sa capacité d'interprétation. Et cette stratégie est tellement fine et tellement subtile que personnellement, et là je ne parle qu'en mon nom, j'ai du mal à croire que ce soit le Hamas qui l'ait inventé. Moi, je vois derrière nécessairement les Iraniens, voire les services russes qui sont des maîtres dans ce type d'opération. Alors tout ça effectivement a été édifiant, ça, ça donne presque la chair de poule de penser que on avait tous les moyens pour éviter cette tragédie. Quelle est la part de responsabilité maintenant des services de renseignement, de la hiérarchie militaire, de l'armée, des politiques? Les politiques, vous avez dit qu'ils ont une forte part de responsabilité déjà. Il y aura une commission d'enquête qui décidera quelle est la part respective de responsabilité des différents acteurs. Le 7 octobre, à 4 heures du matin, il y a une réunion de renseignement, de cadres supérieurs du renseignement, pour comprendre ce qui est en train de se passer à la frontière, puisque le Hamas est en train d'assembler ces hommes qui
qui vont passer à l'aube la barrière de sécurité et ils les voient. Et donc à 4 heures du matin, ils se réunissent et ils se disent qu'est-ce qui se passe et ils décident qu'il ne se passe en fait rien et ils ne préviennent pas le gouvernement. Comment c'est possible? Enfin, on a du mal, on ne peut pas y croire. Parce qu'ils n'ont pas interprété ce rassemblement de troupes comme la préparation d'un passage à l'acte. Hmm. Mais n'oubliez pas que la direction du renseignement militaire française n'a pas interprété la, la, la préparation militaire russe à la frontière ukrainienne en février 2022 comme la préparation d'une invasion. Ils ont estimé que ça relevait du bluff diplomatique. Donc, vous mesurez l'importance de l'interprétation dans dans ce métier. Et, et donc, je pense que c'est là-dessus que les choses vont se jouer. Mais en termes de responsabilité pour le jour même. Mais dans la durée longue, il y a une responsabilité politique évidente dans le choix de maintenir le Hamas qui aurait dû être détruit depuis très très longtemps. Et puis, il y a une responsabilité, on va dire à moyen terme, de tous les cadres intermédiaires du renseignement qui, pour plaire à leur chef, n'ont pas transmis ce que leurs subordonnés leur présentaient. Donc, je pense que la commission d'enquête aura du pain sur la planche. Il y aura des sanctions. C'est son indépendance qui sera essentielle. Il y aura des sanctions aussi, selon vous, qui tomberont à ce moment-là. Nécessairement, il y a des gens qui on peut penser qu'il y a quand même tout un système qui est responsable. Est-ce qu'on va pouvoir identifier vraiment des responsables, selon vous? C'est le rôle d'une commission d'enquête, d'identifier individuellement les responsables aux différents niveaux. Et ce qui est très étonnant, c'est que les Israéliens ont ce que n'ont pas les services de renseignement occidentaux. Ils ont ce qu'on appelle une Red Team. C'est le Ifsham Mistabra, l'unité de l'avocat du diable. C'est-à-dire qu'il doit y avoir dans l'enseignement israélien, ce qui est absent dans de nombreux services de renseignement du monde, si ce n'est presque tous, des gens dont le métier est de penser autrement. Le service pense quelque chose, interprète les événements d'une certaine manière, et il y a un petit groupe de gens qui est payé pour mettre en cause la pensée unique, si on peut dire. Ça n'a pas marché. Non seulement le système d'interprétation du renseignement, de l'analyse, ce qu'on appelle l'analyse dans ce métier, n'a pas fonctionné, mais cette unité n'a pas fonctionné non plus, puisqu'elle aurait dû être là pour leur dire votre analyse peut être contrebattue par des arguments et on en a les preuves. Donc, il y a un dysfonctionnement dans le dysfonctionnement, ce qui est en soi assez hallucinant. Quels enseignements tirer de cette faillite pour l'après-guerre? Quelles réformes fondamentales faudrait-il faire pour justement, comme on dit, éviter que ça se reproduise aussi de ce côté-là, cette faillite du renseignement? D'un point de vue structurel, les Israéliens décideront comment réorganiser leurs services pour que ça ne se reproduise pas. Personnellement, je doute que ce soit une réorganisation administrative ou bureaucratique qui soit nécessaire. C'est certainement davantage l'adoption d'une autre manière de penser. C'est-à-dire donner plus de poids à l'analyse et mettre en cause l'analyse qu'on fait soi-même. Les faits, ils les ont. Le système de recueil de renseignements est remarquable en Israël. Ils savent ce qui se passe dans Gaza, bloc par bloc, appartement par appartement. Ils voient tout, ils écoutent tout, ils savent tout. C'est ce qu'on en fait qui va faire la différence. Et c'est cette manière de penser qui doit changer. Et ça, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils ont été invités à le faire en 1973, mais les générations passent, les bonnes habitudes se perdent. Pour terminer, Éric Méchoulan, est-ce que les services occidentaux souffrent un peu des problèmes semblables? Est-ce qu'en France, par exemple, on pourrait ne pas voir une attaque terroriste majeure qui serait en préparation? On l'a vu avec le Bataclan, on l'a raté. Néanmoins, il faut quand même dire les choses, ce n'est pas le renseignement intérieur qui est en cause ici, c'est le renseignement extérieur, puisque les attaquants venaient de l'extérieur. Mais la question n'est pas là.
Euh, on sait parfaitement qui est l'ennemi, on sait parfaitement comment le surveiller, et en France, on fait de son mieux. Et ça se passe plutôt bien, puisqu'il y a quand même peu d'attentats par rapport à ceux réalisés par rapport à ceux qui sont préparés. Néanmoins, il y a toujours cette question de l'analyse. Il faut bien voir que le renseignement intérieur s'occupe d'empêcher des attaques et des attentats. Derrière ça, vous avez la radicalisation globale de la société qu'un service d'enseignement n'a plus les moyens de suivre parce qu'elle dépasse ses compétences. Et cette radicalisation va permettre à des gens de passer à l'acte très rapidement. Il y a 20 ans, entre l'adoption d'une idéologie et le passage à l'acte, il y avait tellement de temps qui se passait que les services de renseignement avaient la possibilité d'identifier ceux qui voulaient passer à l'acte. Aujourd'hui, c'est une question de jours. On peut même penser qu'à l'heure des réseaux sociaux, ça peut être une question d'heures. On ne peut pas attendre d'un service de renseignement qu'il agisse si vite. Donc, on va nécessairement vers des jours noirs et l'analyse va devenir aussi essentielle que les faits. C'est la leçon qu'on doit tirer de ce qui se passe en Israël, ce qui s'est passé le 7 octobre. Le problème là-bas, c'est qu'on a plaqué sur les faits les idées qu'on avait. La grande leçon, c'est qu'il faut laisser les faits parler dans ce métier. Il ne faut pas plaquer dessus ni ses idées, ni les objectifs politiques de ces maîtres politiques. Ça, c'est la leçon principale. Il faudrait aussi créer des red teams, des unités d'avocats du diable qui pensent à l'inverse de la ligne dominante. Personnellement, je pense que ces leçons ne seront pas tirées. Est-ce est-ce qu'il ne faut pas, pour terminer, Éric Mechoulan, aussi peut-être une réforme, j'allais dire, intellectuelle, parce que penser, par exemple, quand on connaît l'idéologie des frères musulmans, qui sont à l'œuvre dans le Hamas, et qui est à l'œuvre dans le Hamas, comment est-ce qu'on peut négliger le fait que cette idéologie est précisément orientée vers une destruction d'Israël, et de croire que ça peut être endormi par quelques biens matériels qui sont déversés sur eux? On ne peut le penser que si on plaque sur eux notre rationalité. Quand vous êtes repu, vous avez bien mangé, vous avez des biens matériels, c'est-à-dire que vous êtes un occidental, vous êtes censé être content. Mais la plupart des gens sur cette planète ne fonctionnent pas comme ça. Donc, si on commence à projeter nos valeurs matérialistes sur nos adversaires, on a déjà perdu. Et ne croyez pas que les gens qui sont dans les services de renseignement connaissent si bien les mentalités et les manières de penser de nos adversaires. Je vais vous donner une anecdote en 1 minute et vous allez comprendre tout de suite. J'ai rencontré le chef de l'unité chargée du contre-espionnage iranien d'un grand service de renseignement occidental qui me disait, moi, dans mon pays, je, je sais tout ce que font les Iraniens. Je sais où sont leurs caches d'armes, je sais quelles entreprises ils utilisent pour essayer de contourner les sanctions en matière d'acquisition de matériel pour préparer leurs bombes, donc leur, ce qu'on appelle la lutte contre la prolifération. Je sais qui sont leurs relais dans la presse, je sais qui sont les journalistes qu'ils ont achetés, je sais qui sont les parlementaires qu'ils ont achetés, je sais tout ce qu'ils font. Il y a un truc que je ne sais pas, me dit-il, pourquoi est-ce qu'ils font tout ça? C'est vous dire qu'on a du pain sur la planche. Merci. Merci beaucoup infiniment, Éric Mechoulan. Vous nous avez beaucoup éclairé, je crois, sur toutes ces questions que l'on se pose à propos de cette attaque du 7 octobre et du manque de prévention, de vision de la part des Israéliens, des responsables israéliens. On attend évidemment, bien sûr, après la guerre, cette commission d'enquête et que éventuellement les choses puissent évoluer. Merci à tous pour votre attention. À bientôt sur Mosaïque, donc pour d'autres entretiens sur la situation en Israël et dans le monde aussi après le 7 octobre. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.